Je tiens à préciser peut-être le point de vue d'où je parle. Là, vous avez essentiellement autour de vous des acteurs, et vous êtes des acteurs de ces écoles. Je me positionne d'un point de vue strictement externe, en fait, d'un point de vue externe modéré, j'y reviendrai, mais en tant qu'historien. Historien qui essaie de savoir si, oui ou non, des écoles sont apparues, comment elles ont pu apparaître ou disparaître. Et donc, le point de vue est légèrement différent, mais je crois que nous allons converger. Donc, mes remarques vont essentiellement porter sur... je ne vais pas vous faire une histoire d'une école, mais plutôt sur comment appréhender ces histoires et quel est le rôle qu'elles ont joué dans l'évolution historique. Alors, le premier constat qu'on fait très facilement, le juriste est un peu... Je ne sais pas si vous connaissez ce film des années 70 qui s'appelait « Elle voit des nains partout ». On pourrait paraphraser ce film, c'est « Le juriste voit des écoles partout ». On constate des écoles absolument partout. Il suffit de voir un ouvrage juridique pour voir quoi ? Pour voir qu'il y a des écoles qui fleurissent. Et parfois, il y a autant d'écoles que d'auteurs, ce qui ferait des écoles monopersonnelles. Un objet assez étrange, un ovni. Mais il y en a vraiment partout. Et l'historien le constate. Et c'est plutôt un phénomène récent. Beaucoup, à partir du 19e siècle, on voit fleurir des écoles partout. Ce qui n'empêche pas des écoles bien antérieures d'exister, d'avoir été identifiées, à l'école de Salamanque, etc., bien sûr. Mais c'est un phénomène plutôt contemporain. Donc, il y a des écoles partout, et l'historien qui s'y intéresse se demande comment ça marche. C'est assez concret. Se demande comment composer ces écoles, de qui se composent-elles, qu'est-ce qu'elles proposent, est-ce qu'elles durent dans le temps, est-ce que géographiquement elles existent ou pas. Vous savez, l'historien est une bête de somme, il travaille sur ses archives, et donc il a besoin d'outils, d'indices. Et pour avoir une école, simple historien que je suis, moi j'ai besoin de critères. Et ces critères sont un fondateur ou un chef de file, une méthode peut-être propre, des idées communes à défaut, une filiation, une géographie des institutions, une diffusion spatiale, temporelle. Et donc, j'applique cette petite grille d'analyse qui est tout à fait sommaire, on est bien d'accord, aux écoles dont on me parle dans les ouvrages de droit. Et je ne vois plus d'école nulle part. Ou presque, puisque... Alors l'exemple que je connais moins mal que les autres, qui est l'école, soi-disant, sur laquelle j'ai travaillé 15 ans de ma vie, ou même je travaille encore dessus, donc ça fait plus de 25 ans, ce qui est l'école de l'exégèse, qui est un lieu commun qu'on trouve absolument partout. Alors j'applique ma grille de lecture. Je suis un peu basique, Un chef, un fondateur, j'en ai pas. Une méthode, non, j'ai des débats, des contradictions, des oppositions permanentes. Personne n'est d'accord avec personne. Après, il faut les lire. Donc, j'ai pas de méthode propre. Une filiation revendiquée, oh non, surtout pas. Mais la messe a été dite, si je puis m'exprimer ainsi, par Philippe Rémy en un article de 1985. Il montre très bien que ça ne fonctionnait pas. Il n'y a pas de filiation puisque chacun veut être le chef. Une école de chef. C'est un peu comme l'université. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. J'ai un de mes collègues qui a une belle expression. L'université, c'est comme une basse-cour, il n'y aurait que des coqs. C'est un peu pareil, les phénomènes des écoles. C'est tout à fait similaire. Alors, il faudra un cadre temporel. Alors, un cadre temporel, ça serait bien pour avoir une école. Alors, on cherche. Ça commencerait en 1804 pour finir en 1880, mais en fait, non, ça marche pas. Donc, ça commencerait en 1830. Ça s'arrêterait plutôt en 1910. Mais que faire alors de ceux qui se revendiquent de cette méthode-là au XXe siècle, voire à la fin du XXe siècle ? Ça ne marche plus, je n'ai plus rien. La matière est en train de s'effriter entre mes doigts. Je pleurniche. J'étais parti pour chercher une école et je rentre bredouille. Qu'est-ce qui me reste ? Il me reste un vague moment doctrinal, un légalisme, une admiration du code. J'ai quoi ? J'ai un moment où des juristes, pour faire très simple et aller très vite, des juristes réalisent que la codification change la donne juridique. Et qu'on ne pourra plus faire du droit comme avant, on ne pourra plus aller puiser dans le droit canonique, on ne pourra plus puiser dans le droit naturel, parce que maintenant il y a un texte qui a une valeur positive. Ils ne sont pas positivistes, ils sont légalistes, d'accord ? Un pseudo-positivisme, alors on pourrait discuter. Donc il y a bien un moment doctrinal, c'est-à-dire un moment où on s'est mis à penser autrement, dans une sphère, la France, mais la France ça ne marche pas non plus, parce que... Et la Belgique alors ? Le cas de Laurent, François Laurent, on le met où ? Ça marche pas, mais grosso modo, l'ouest de l'Europe, le bout, vous savez, bon. Donc j'ai plus d'école, et je pourrais crier à la mort des écoles en tant qu'historien, puisque dès que je gratte quelque part, je ne trouve plus d'école. Alors en fait, je crois pas. En réalité, je crois que ça peut servir à quelque chose, et ça peut servir à deux choses. Je vais essayer d'être bref, vous m'interrompez, parce que je suis bavard. Je crois qu'il y a deux fonctions de l'école que je constate dans l'historiographie. C'est pas des fonctions que je lui prête, c'est celles que je crois constater. Une fonction identitaire,
et une fonction peut-être heuristique pour le chercheur. Donc une fonction identitaire pour ceux qui nous parlent des écoles, ou qui les vivent, ou qui les créent, et une fonction heuristique pour le chercheur que je suis égoïstement. Donc une fonction identitaire, j'appellerais ça le présentisme narcissique. Très clairement, quand on lit le discours des juristes, on constate une chose assez simple, avec toutes ces écoles que j'ai mentionnées précédemment. On pourrait faire des listes, des inventaires à la Prévert. Et je pourrais prendre des exemples célèbres. Celui que je connais le mieux, c'est Julien Bonnecasse, par exemple, l'inventeur de l'école de l'exégèse, et de l'école scientifique, d'ailleurs, en même temps, d'ailleurs. Une fonction, donc, de présentisme narcissique. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que ces écoles s'écrivent toujours au présent. Même quand on retrace l'existence d'une école dans le temps, c'est toujours l'auteur qui nous parle, qui s'exprime, toujours. Toujours, toujours, je n'ai pas vu un cas qui soit différent. Un présentisme, donc une écriture qui se fait de celui de la part qui écrit, et qui nous parle toujours de lui. Narcisse, oh Narcisse, dis-moi comme je suis belle. C'est exactement ça, avec 4 fonctions très particulières. Une fonction didactique explicative, pour simplifier, une fonction d'identification, une fonction de structuration des disciplines, et enfin une fonction de nous parler de ce qu'est être un juriste. Donc très vite, sur ces 4 fonctions, une fonction didactique explicative, mais on l'a tous vécu, mais c'est tellement plus simple dans un cours de droit d'expliquer qu'il y a eu l'école bidule qui a telle idée, puis l'école bidule qui a l'autre idée, qu'on est tous des consommateurs d'écoles. Faire un cours avec des écoles, c'est tellement plus simple que de faire un cours sur le bazar intégral où chacun pense ce qu'il veut. Non mais soyons bien sérieux, tous les manuels sont écrits à partir de simplifications didactiques parce que c'est plus facile de dire qu'il y a eu ça, puis après il y a eu ça. Et on peut donc expliquer les choses. L'école a ici une fonction d'explication. On peut expliciter ce qui a pu se passer à un moment donné ou à un endroit donné en plaquant ce concept d'école. L'école devient un outil didactique, ça c'est très évident, je ne m'appesantis pas. Une fonction d'identification. Et c'est là où le présentisme est extraordinaire. L'auteur qui vous parle des écoles vous parle de lui. Il vous parle de lui parce qu'à chaque fois, ou presque, il se situe par rapport aux écoles dont il vous narre l'existence. Il y a un phénomène ici très intéressant. Quand on fait des sur la pensée juridique, c'est mon boulot, donc ne vous inquiétez pas, je dis les juristes, mais je parle des gens qui sont morts avant vous. Bon, je pense que c'est exactement pareil aujourd'hui, mais ça c'est une supputation purement personnelle. Donc tous ces gens qui sont morts, que faisaient-ils ? Ils parlaient d'eux. Ils parlaient d'eux, et d'eux du début à la fin. C'est-à-dire que la construction des écoles, la narration du phénomène des écoles, partait toujours d'un « d'où je suis ». Moi, je me situe par rapport à ces écoles. C'est très net dans toute l'histoire, depuis la codification française jusqu'à aujourd'hui. On se situe par rapport à nos prédécesseurs, par rapport à la pensée qui nous précède. Donc on inscrit notre pensée par rapport à cette construction d'école. Et l'outil école, ici, il permet de nous dire qui je suis. Je suis celui qui n'est pas ou qui s'inscrit dans une école, ou qui s'oppose, ou qui diverge, etc., etc. Pour aller vite, 3e fonction, structuration des disciplines juridiques. Il y a un phénomène essentiel. Beaucoup d'écoles sont nées historiquement pour faire apparaître de nouvelles disciplines juridiques, pour les institutionnaliser au sein des universités. Il y a un phénomène vraiment très concret d'histoire institutionnelle. On a besoin de créer une école pour dire, voilà, la discipline que j'enseigne, elle est une discipline digne de ce nom, elle a autant de mérite que le droit civil antérieur ou que le droit pénal, parce qu'il y a une école de la pensée sociale, une école de la réaction sociale, etc. On va créer une école pour institutionnaliser sa propre discipline. 4e fonction, une façon d'être juriste. C'est un constat que je fais assez régulièrement dans mes lectures. Quand on nous explique ce que sont ces écoles, il y a très souvent derrière l'idée que chacune de ces écoles exprime non seulement une méthodologie, des idées, mais aussi une façon, un rapport au droit, et donc un rapport dans le discours du juriste qui s'exprime, une façon d'être juriste lui-même. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus ontologique, évidemment. C'est-à-dire ma spécificité de juriste, je vais la justifier non pas seulement parce que j'adopte tel ou tel point de vue théorique, non pas seulement parce que j'adopte tel ou tel point de vue méthodologique, mais parce que je considère que finalement, derrière tout cela, le droit, c'est ça, ou le droit, ça sert à ça. Donc la façon d'être juriste se trouve, selon moi, dans le discours des juristes, quand ils utilisent donc cette notion d'école. Alors vous allez me dire, ce présentisme narcissique est un outil, certes, mais on pourrait s'en débarrasser. Parce qu'après tout, tous ces juristes qui nous parlent des écoles pourraient dire « je pense que ». Eh bien justement, il ne peut pas le faire.
Et je crois qu'il y a là quelque chose d'essentiel dans cette fonction des écoles. Il ne peut pas dire « moi, Paul, je pense que ». Il ne peut pas le faire. Il a l'habitude d'ailleurs, en tant que juriste, de parler au nom de la loi, au nom des juges, de se faire toujours l'inter partes, celui qui est entre deux, l'interprète d'eux. Il parle toujours au nom de quelqu'un d'autre, ce juriste. C'est inscrit quasiment dans son code génétique. Et quand il fait des écoles, il fait un peu pareil. Il s'inscrit dans une école. Alors, ce n'est pas moi qui propose tel type de positivisme méthodologique, mais je m'inscris dans une école qui défend que. Et là, il y a bien une fonction. Bon, mais il pourrait dire je, il ne peut pas. Bon. Alors, il faut se débarrasser des écoles, il faudrait les abandonner. Est-ce que c'est un subterfuge? Alors, je ne crois pas. C'est le dernier point, j'y serai plus bref. Une fonction heuristique. Pour le chercheur, les écoles, c'est passionnant. Parce qu'elles ont existé. Elles ont existé, les écoles, non pas dans la réalité historique qui est inatteignable, mais dans la tête de ceux qui ont écrit. Ces écoles ont effectivement produit des effets. Ces écoles ont effectivement joué un rôle de polarisation, de création de disciplines. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas une école au sens strict que le concept d'école n'a pas produit des effets historiques. Et là, ça devient tout à fait passionnant. Étudier les écoles permet d'étudier justement les moments. Prenons l'exemple de l'école de l'exégèse. C'est un moment qui est essentiel pour comprendre ce qu'est devenu la pensée juridique en France et souvent ailleurs, par les phénomènes que vous connaissez bien de diffusion et notamment en cas de la colonisation, par exemple. C'est très intéressant de voir comment ça va produire des effets un peu partout. Donc, penser les écoles, c'est penser aussi des moments. Et heuristiquement, c'est très intéressant. Parce que même s'il n'y a pas eu une école avec un chef, une méthode, un lieu, une institution, il s'est passé quelque chose que l'on peut ou que l'on a appelé école et qui joue un rôle historique. Là, il y a quelque chose de tout à fait essentiel. Et c'est une façon de saisir ce que sont les idées juridiques. Ce sont toujours des idées collectives. Et derrière l'idée d'école, il y a cette idée que ces idées juridiques, c'est parce qu'elles sont partagées, parce qu'elles ont fait école, et d'ailleurs l'expression ici est très intéressante, parce qu'elles ont fait école, ces idées sont de véritables idées au sens de Marc Angenot. C'est-à-dire que les idées sont toujours collectives, elles ne sont jamais individuelles. Ce que je pense tout seul n'a aucun rôle historique. Ça ne pèse rien. C'est cette idée qui est diffusée, partagée, l'idée collective elle-même qui va jouer un rôle historique. Or, penser l'école, penser les écoles, étudier les écoles, permet d'atteindre cette chose très difficile en histoire des idées, qui est d'atteindre les idées collectives. Les seules qui comptent, finalement. Et donc là, il y a quelque chose de vraiment très intéressant. Saisir des moments, pour l'historien, saisir ces idées collectives qui sont si insaisissables par ailleurs. Et puis aussi, tout simplement, parce que ces écoles opèrent des effets de diffusion et suivre, tracer les filiations revendiquées, qu'elles soient réelles ou pas réelles, importe peu dans l'analyse du discours finalement. Si un auteur se revendique de telle école, il parle de lui et nous donne énormément d'informations sur ce qu'il a pris, ce qu'il n'a pas pris, et donc sur la diffusion des idées et antérieures. Et donc là, il y a quelque chose heuristiquement de très très intéressant quand on étudie les écoles, qui est de voir non seulement ce qui s'est passé dans un lieu donné à un moment donné, mais comment ce qui s'est passé dans ce lieu et ce moment se diffuse, continue à subsister par ce lien de filiation, revendiqué ou pas, ou par cette opposition stricte. Parfois, il y a des oppositions qui sont très drôles. En fait, ils font exactement la même chose, mais ils disent « mais moi, je suis le contraire d'eux ». Pour l'historien, pour l'analyse, c'est un outil tout à fait passionnant, parce qu'il nous donne un certain nombre d'informations qu'il ne donnerait pas souvent autrement, puisque le « moi-je » est très, très souvent banni. Donc, que reste-t-il ? Que reste-t-il ? Il reste donc, me semble-t-il, il reste que si l'on prend au sérieux les écoles, non pas parce qu'elles auraient existé, mais parce qu'elles ont existé dans les têtes, on peut, me semble-t-il, faire de l'histoire de la pensée juridique autrement qu'avec des grands noms. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Je prends un exemple. On parle beaucoup de l'école de Bordeaux. Un de mes collègues et amis a démontré depuis assez longtemps que l'école de Bordeaux n'a jamais existé. Il y aurait peut-être éventuellement une école du service public, ils étaient 3. Bon, une école à 3, c'est assez sympathique. Ça fait un couple élargi. Mais qu'est-ce qui est intéressant ? C'est comment ce mythe de l'école de Bordeaux a fonctionné, a eu des effets en droit administratif en France pendant un siècle.
Et là, il y a quelque chose de tout à fait passionnant. Donc, qu'elles existaient ou non, en réalité, pour l'historien que je suis, c'est assez étrange de dire ça, hein, importe peu. Ce qui importe, c'est que ces écoles existaient dans les têtes. Donc les écoles sont mortes, vive les écoles. Merci.